Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur la gestion de portefeuille dans les simulations Bourstad. Alors, mon nom est Paul Bourget, je suis le directeur du projet Bourstad au Cyrano. Alors, dans ce webinaire, vous entendrez Madame Kelly Trier, qui est CFA, chef de la direction du groupe financier Trier, et Monsieur Yann Gascon, qui est président de placement IDEMA. Alors, ces deux experts présenteront à tour de rôle la gestion active de portefeuille et la gestion passive de portefeuille. Avant les présentations de nos spécialistes, je décrirai les caractéristiques de la gestion de portefeuille de la plateforme Bourstad et la façon dont la gestion de portefeuille est évaluée dans le cadre du concours Bourstad 2024. Alors, bonsoir, Madame Trier. Bonsoir. Alors, est-ce que vous aimeriez dire quelques mots au sujet de votre parcours? Merci certainement. Donc, vraiment, merci pour l'invitation ce soir. C'est un honneur de pouvoir présenter à ce concours. Euh, donc, mon parcours, j'ai gradué en finance de l'Université de McGill en 2000 et j'ai commencé ma carrière chez un gestionnaire institutionnel qui s'appelle State Street Global Advisors. J'ai travaillé là pendant 4 ans en tant qu'analyste pour des gestionnaires de portefeuille institutionnels. Et puis, après 4 ans, j'ai fait le saut du côté de la gestion privée en joignant le cabinet de mon père, Groupe financier Troy, qu'il avait fondé en 1989. Et depuis, ça va faire près de 20 ans là, que je desserre des particuliers en tant que gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de patrimoine pour les particuliers. Merci, Madame Trier. Alors, bonsoir, Monsieur Gascon. Bonsoir, Est-ce M. Bourget. vous aimeriez peut-être dire quelques mots ici avant de démarrer? Oui, certainement. Moi, j'ai commencé par une formation en génie mécanique, concentration aéronautique. Et par la suite, je me suis réorienté en finance. Donc, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en gestion et une maîtrise en finance, ce qui m'a amené à travailler, moi aussi, dans le domaine institutionnel. J'ai été gestionnaire de portefeuille pour Desjardins Gestion internationale d'actifs et mon mandat à ce moment-là était essentiellement de rencontrer des gestionnaires de fonds de couverture, donc de hedge fund en anglais. Je me suis promené un petit peu partout à rencontrer ceux qui étaient considérés comme les meilleurs gestionnaires de portefeuille au monde, analyser leurs différentes stratégies, tout ça. Et avec les années, avec l'expérience, c'est ce qui m'a amené à fonder mon entreprise Placement IDEMA. Il y a presque 14 ans de cela, avec l'objectif d'offrir des solutions là, davantage de gestion passive et utilisant des fonds négociés en bourse. Merci, Monsieur Gascon. Merci, Madame Trier. Alors, écoutez, je vais maintenant partager mon écran pour donner des informations sur la gestion de portefeuille dans Bourstad. Voilà. Donc, gestion de portefeuille et évaluation aussi de la gestion de portefeuille précisément dans le concours Bourstad. Alors, donc, Euh, ce dont il va être question à nouveau, là, c'est les trois fonctionnalités qu'on retrouve en matière de gestion de portefeuille, donc la description du profil de l'investisseur, la stratégie de placement, les objectifs d'apprentissage, et je dirais aussi de donner des informations assez précises sur comment sera évaluée la gestion de portefeuille dans le concours Bourstad. Alors, après cette brève présentation de ma part, on entendra Mme Trier qui nous parlera de gestion active particulièrement et M. Gascon qui nous parlera de gestion passive. Alors, donc, les critères pour évaluer la gestion de portefeuille dans une simulation boursière, qu'il s'agisse du concours ou d'une simulation privée, alors, c'est la cohérence du personnage investisseur, le choix des stratégies et la cohérence de ces stratégies par rapport à l'investisseur, des transactions effectuées en lien avec les stratégies qu'on a décrites, qu'on a énoncées, le suivi de gestion de portefeuille selon les justifications obligatoires fournies. C'est-à-dire que quand vous faites une transaction, vous devez donner une indication sur l'impact quantitatif là, sur votre portefeuille, par exemple, combien d'unités vous allez détenir dans le titre transigé, le solde liquide qui va d'argent canadien que vous aurez après avoir fait cette transaction, mais il faut aussi indiquer comment votre portefeuille en est modifié dans les 7 grandes catégories d'actifs que sont les liquidités, les obligations, les titres de service public,
de services financiers, de produits de consommation, produits industriels et ressources naturelles. Alors, vous avez ensuite, dans le concours Bourstad, 48 heures pour donner des justifications supplémentaires basées sur des considérations économiques, industrielles, liées à l'entreprise, en fonction de l'évolution des prix, du placement transigé, mais aussi selon les risques extra-financiers, que sont par exemple les facteurs environnementaux, les facteurs sociétaux et les facteurs liés à la gouvernance des entreprises. Bon, autre critère, on gardera la performance que vous réalisez par rapport aux objectifs et au profil de l'investisseur. Quels sont les objectifs d'apprentissage que vous avez atteints et avez-vous pris en compte les concepts de l'investissement responsable, tenu compte finalement des risques extra-financiers? Alors, il y a 3 grandes fonctionnalités, là. Définir le profil de l'investisseur, votre stratégie de placement et les objectifs d'apprentissage. Alors, quand vous faites une transaction, on l'a mentionné, d'abord, vous devez indiquer le nombre transigé, ça va de soi, mais également, quel sera l'impact quantitatif sur votre portefeuille, bon, la quantité que vous détiendrez dans le titre et combien d'argent canadien il vous restera après avoir fait cette transaction. Donc, ça peut, dans le cas d'un achat, ça diminue, dans le cas d'une vente, ça augmente. Bon. Comment cette transaction-là va affecter votre portefeuille dans ces types d'actifs-là détenus-là? Alors, les liquidités, les obligations et 5 catégories industrielles là, de services publics à ressources naturelles. Vous devez également spécifier un objectif de revenu. Alors, revenu, c'est du dividende, là, typiquement, et un objectif de plus-value. Ces deux chiffres s'expriment sur une base annuelle. Alors, quel est le rendement globalement que vous souhaitez faire? Et cette information, cette partie, peut être modifiée pendant 48 heures après l'opération. Alors, dans le cas du concours boursier. Alors, OK. Donc, si on regarde maintenant les fonctionnalités, le profil investisseur, gestion de portefeuille et objectif d'apprentissage. Alors, pour le profil de l'investisseur, il y a un premier onglet où vous donnez une description générale, là, âge de la famille. Est-ce qu'on parle d'une personne qui est célibataire ou qui est en couple? Est-ce que l'emploi, la sécurité d'emploi, est-ce que il y a, par exemple, des enfants dans le ménage, des personnes à charge? Et par rapport au placement, on va indiquer l'objectif visé de rendement visé sous forme de revenus, en dividendes, intérêts, et sous forme de plus-value, d'appréciation du capital. Ces pourcentages sont à nouveau là, exprimés sur une base annuelle. Votre investisseur est-il très tolérant par rapport au risque ou très peu tolérant? Donc, 5 degrés. Son expérience en placement, également 5 degrés, de très faible à très grand. Les connaissances en placement, ça peut être de très faible à très grand aussi. Et vous avez les actifs, les dettes et les revenus totaux. Peut-être bon de préciser ici que cette information, c'est des entiers, il n'y a pas de fraction et il n'y a pas non plus de séparateur de milliers ou de signes de dollars. Donc, strictement, là, un entier. OK. Alors, quand il est question de la stratégie de gestion, vous devez indiquer, ça va bien avec le thème qui est abordé ce soir, allez-vous avoir un biais en faveur de la gestion active? Vous tentez de faire mieux que l'indice boursier ou gestion passive, ça veut dire que vous voulez égaler le rendement de l'indice boursier. En passant, la majorité des épargnants, les études nous le confirment, ne parviennent pas à atteindre cet objectif-là, d'égaler le rendement de l'indice boursier. Bon, votre approche générale pour faire vos sélections, approche descendante, c'est une approche qui s'appuie énormément sur l'information publique, facilement accessible, alors que l'approche ascendante, on est prêt à rechercher davantage, peut-être visiter les installations des entreprises dans lesquelles on veut investir. Si on prend un rapport annuel de, disons, de 200 pages et que vous commencez à éplucher les petites notes écrites en petits caractères, on est probablement dans le domaine de l'approche ascendante également. Alors, comment votre montant d'argent va être partagé en pourcentage
entre les grandes catégories d'actifs que sont les liquidités, les obligations, et pour les actions, bien, ça va des services publics aux ressources naturelles. Alors, vous avez également à indiquer vos objectifs d'apprentissage. Alors, jusqu'à la date butoir du 25 février, donc c'est dimanche prochain, vous avez la possibilité d'indiquer des objectifs d'apprentissage. Et après, vous ne pourrez plus indiquer de nouveaux objectifs, mais vous aurez jusqu'à la fin du concours pour indiquer vos réalisations. Donc, entre la date butoir et la fin de la simulation, période pour indiquer ce qu'on a réalisé en apprentissage. Alors, évaluer la gestion de portefeuille dans Bourse-TAL. Donc, il y a deux grandes familles d'évaluation, si on veut. L'évaluation formative, qui est basée sur 5 mesures, et l'évaluation sommative, qui interviendra à la fin du concours, donc dans les heures qui vont suivre la fin du concours. On va faire le calcul de 14 mesures pour l'ensemble des participants. Alors, vous avez ici la liste de ces mesures et en rouge, on indique les mesures formatives. Alors, réalisme de l'investisseur, cohérence du profil de l'investisseur par rapport à sa sensibilité au risque, indice de coefficient d'apprentissage visé au début de la simulation, solde liquide moyen maintenu au cours de la simulation et le poids des secteurs. Bon, marquez qu'ici, on va l'évaluer sommativement à deux moments différents, mais de façon formative, c'est évalué de façon constante entre le début et la fin de la simulation. Alors, je vais poursuivre la présentation puisque plusieurs de ces mesures sont présentées de façon plus explicite là, dans les prochaines diapositives. Alors d'abord, l'évaluation automatisée, comment on diffuse les résultats. Pour l'évaluation formative, vous avez un tableau de bord qui vous donne 4 des 5 mesures, mais votre rapport détaillé vous donne la note précise pour chacune des 5 mesures. Alors que l'évaluation sommative pourra être consultée après la fin de la simulation dans votre rapport détaillé. Les 14 mesures apparaîtront. OK, donc au tableau de bord, bon, on voit comment on peut faire venir le rapport détaillé. Je vois, on ne le voit pas ici malheureusement, là, mais un peu plus bas, vous l'avez remarqué certainement, on peut voir son rapport détaillé. Alors que ici, vous êtes en mesure de voir 4 des mesures formatives. Les apprentissages réalisés, c'est une mesure sommative que vous pouvez également voir si vous l'avez complétée. OK, regardons à tour de rôle comment fonctionnent plusieurs de ces mesures. Alors, le réalisme de la situation, on a 6 critères qui doivent être rencontrés et quand les 6 sont rencontrés, vous obtenez 100%. Alors, quelqu'un vous a confié 200 000 $ à investir. Alors, ce n'est probablement pas Warren Buffett, parce que si Warren Buffett se mettait à donner son argent à gérer par tranche de 200 000 $, ça lui prendrait quelqu'un d'autre pour gérer tous ses gestionnaires. Donc, on ne peut pas imaginer quelqu'un comme Warren Buffett ou Jeff Bezos là, faire appel à des gestionnaires par tranche de 200 000 $. C'est probablement pas non plus un récent gagnant de la Loto 649. Là. Je pense on va donner 70 millions de dollars, d'après ce que j'ai entendu. Et ça ne doit pas être non plus un diplômé du collégial qui vient de décrocher son premier emploi. Alors donc, c'est un ménage probablement moyen, ménage à l'heure actuelle, qui a accumulé des épargnes, donc probablement des gens qui sont en milieu de parcours professionnel là, et qui ont accumulé à différents endroits des sommes assez substantielles dont ils veulent des actifs financiers. Hein. Ils veulent confier la gestion possiblement à une tierce personne. OK. Cohérence du profil de l'investisseur et de la sensibilité au risque. Alors, on a identifié 10 facteurs de risque. Alors, pour un investisseur prudent, il part à 60. Et plus il y a de facteurs de risque dans la situation, plus sa note va être élevée. Alors, si les 10 facteurs de risque sont présents, ça lui donnera une note de 100.
Dans le cas des investisseurs intermédiaires et spéculateurs, ils partent à 100 et pour chaque facteur de risque, ils perdent des points. Alors, le spéculateur, si les 10 facteurs de risque sont présents, sa note sera 0. L'intermédiaire, si les 10 facteurs de risque sont présents, sa note sera de 50. OK. Alors, cohérence entre les pondérations des secteurs dans la stratégie en vigueur au 27 février et le profil de l'investisseur. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais le continuum qui fait qu'on part des liquidités pour progresser éventuellement vers les ressources naturelles, c'est aussi un continuum de risque. Les obligations, c'est plus risqué que les liquidités habituellement. Les actions, globalement, sont plus risquées que les obligations. Mais parmi les actions, celles qui sont moins risquées, c'est typiquement les services publics, suivi des services financiers, suivi des produits de consommation, des produits industriels et finalement des ressources naturelles. Alors, si par exemple, un investisseur prudent mettait 100% dans les ressources naturelles, ça lui ferait une note de 700. Donc, on multiplie par 100 tous les liquidités, par exemple, si vous avez la totalité dans la liquidité, ça vous fait une note de 100. Vous voyez? Donc, votre poids, les poids que vous avez mis sont multipliés par le chiffre entre parenthèses. Alors, un prudent qui aurait tout mis dans les ressources naturelles, il y aura une note de 40. Mais s'il a tout mis dans les liquidités, il a une note de 65. Alors, ce qu'on voit finalement, c'est que c'est en diversifiant les portefeuilles qu'on aura des meilleurs résultats, mais le prudent va probablement être davantage ici, alors que le spéculateur, il va se retrouver un petit peu plus bas là, dans ces produits-là. Donc, on est capable de voir ici sur les graphiques comment ça va fonctionner. Alors, performance financière par rapport au profil, bon, on voit, ça dépend évidemment de comment les marchés vont évoluer. Alors, pour un spéculateur, le spéculateur, finalement, s'il va chercher un gain de 5 000 $, c'est moins rentable pour lui que ça le serait, par exemple, pour un investisseur prudent ou intermédiaire. Parce que les spéculateurs, on suppose qu'il peut faire davantage. OK? Bon, de la même façon que le spéculateur, quand il perd, il écope moins, il perd moins de points. Mais si un prudent perd 10 000 $, ben, ça pourrait peut-être l'amener à une note de 50. Vous voyez? Donc, quand on est investisseur prudent, normalement, on est en mesure de protéger le capital. OK. Solde liquide maintenu au cours de la simulation. Alors, il faut viser à placer le maximum de la somme qui vous a été confiée, ce qui est relativement facile aujourd'hui avec les fonds monétaires, par exemple, les actifs liquides. Là. Donc, c'est des actifs qui rapportent un montant assez substantiel. Notez que quand on fait des ventes à découvert, on doit garder des sommes liquides, mais l'achat de fonds monétaires est permise. Donc, cependant, une exemption est appliquée pour 5 000 $. Donc, si en moyenne, le solde liquide moyen a été de 5 000 $ ou moins, vous aurez une note de 100%. OK. Compatibilité entre vos justifications additionnelles et le profil fondamental technique. Bon, il y a une série de questions qu'on vous pose, on ne les a pas vues tout à l'heure dans votre stratégie de gestion. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là, par rapport à ces questions-là. Allez-vous identifier les hauts et les bas? Allez-vous appliquer les moyennes mobiles? Allez-vous étudier les fluctuations à court terme? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais les réponses que vous donnez à ces questions nous permettent de vous situer. Est-ce que vous avez un biais fondamental ou un biais technique? Bon, quand c'est le cas, on essaie ensuite de voir est-ce que les justifications supplémentaires que vous avez fournies, donc il faut en donner des justifications additionnelles, un certain nombre, peut-être pas pour toutes les transactions, mais il faut en fournir.
Est-ce que ces justifications sont compatibles avec le bien fondamental ou technique que vous pouvez avoir? Alors, on a déterminé un certain pourcentage de justification basée sur le prix, puisque le prix, c'est une donnée technique fondamentalement. Alors, il y a un certain taux de justification basé sur le prix qu'on devrait obtenir selon que le bien est prononcé ou faible pour l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. OK. Le poids des secteurs dans le portefeuille versus les pondérations de votre stratégie. Bon, alors, on a estimé que l'écart maximum pourrait être de 200 et plus cet écart va être faible, plus votre note sera élevée. Alors, donc, il s'agit, si vous êtes capable d'avoir un portefeuille qui correspond de très près à l'allocation d'actifs que vous avez annoncé dans votre stratégie, ça sera plus près, une note sera plus près de 100 à ce moment-là. OK. Est-ce que vous appréciez correctement l'impact des transactions quand vous les faites? Là, ça, ce sont les justifications obligatoires. Alors, quel est le pourcentage d'évaluation qui était correct? Notez qu'il y a un document qui est fourni dans Informations sur les titres où vous avez, pour tous les titres de la simulation, les poids. Donc, les poids entre les 7 catégories d'actifs. Tenez compte aussi que quand vous achetez, normalement, vos liquidités diminuent, alors que quand vous vendez, vos liquidités augmentent. Il y a cependant une exception. Si vous transigez une valeur qui est 100% liquide, il n'y a aucun changement nulle part. Est-ce que vous estimez correctement le solde liquide après les transactions? Alors donc, en moyenne, là, quelle a été l'erreur que vous avez commise en estimant votre solde? Bon, alors, il y a une tolérance de 250 $. Donc, ce n'est pas nécessaire de calculer au dollar près. Donc, il y a une tolérance pour une erreur moyenne de 250 $. OK. Ça complète ma présentation. Je vais arrêter le partage et j'invite maintenant la présidente du groupe financier TREA, Mme Kelly TREA, à vous présenter la gestion active. Très bien. Donc, moi, je vais vous parler là, de la gestion active là, quand on parle de gérer pour des individus, des particuliers. Comme vous savez, là, on en a parlé, il y a 2 méthodes, la méthode active-passive. Je vais vraiment me concentrer sur la méthode active. Il y aura peut-être quelques informations sur la gestion passive dans ma présentation, mais mon collègue va se concentrer là-dessus. Ici, une petite diapositive parlant des mérites des deux. Alors, je vais me concentrer sur les mérites de la gestion active. Du côté de la gestion active, ça nous permet avec certains gestionnaires, la gestion active, de la réduction potentielle de la volatilité. OK? Il y a des stratégies qui peuvent être moins volatiles par rapport à l'indice boursier, dépendamment des titres qu'on choisit, puis de la stratégie en place. On a le potentiel de surperformer. Il y a le potentiel aussi de personnaliser le portefeuille selon les objectifs spécifiques du client. Ça donne accès à certaines classes d'actifs qui ne sont pas disponibles de façon passive. On va regarder ça un peu plus en détail plus tard. Et ça permet donc, du côté de la personnalisation là, pour les clients privés, de gérer là, la fiscalité des placements, de personnaliser cet aspect fiscal. Le débat entre actif et passif existe depuis longtemps et continue, puis il grandit davantage. Alors, j'ai pensé à vous offrir quelques statistiques là, sur la gestion, les actifs sous gestion en gestion active et passive au Canada et mondialement. Donc, on voit que la gestion active représente encore une grande partie là, du marché. Par contre, on voit que la gestion passive au Canada prend de plus en plus d'ampleur. En 2002, là, elle est rendue à 15% de toute la gestion des actifs sous gestion gérés au Canada. C'est de la gestion passive. Mais la gestion active au Canada demeure la majorité des stratégies en place là, au Canada. Même chose du côté mondial, mais encore une fois, on voit quand même de plus en plus là, la gestion passive prendre de l'ampleur pour les actifs sous gestion.
Alors, en quoi consiste la gestion active? Bien, la gestion active, là, ça prend toute une équipe derrière pour faire les stratégies en place. Donc, on parle d'une équipe de professionnels en placement qui cherchent à maximiser le rendement du placement selon les objectifs du placement établis là, par le gestionnaire. L'équipe est souvent composée de gestionnaires de portefeuille, de chargés pour gérer les allocations d'actifs, des personnes chargées aussi pour administrer le fonds et des analystes en recherche. Donc, c'est souvent des grandes équipes pour gérer des gestions actives. Il y a différents types de gestion active. Là, je vous en montre trois. Donc, la gestion active fondamentale, où on va chercher les aspects fondamentaux des titres. La gestion active quantitative, on en a parlé, rules-based, qu'on appelle, et aussi la gestion active d'allocation d'actifs. Les véhicules en tant que gestionnaire pour des particuliers, les véhicules qu'on peut utiliser là, pour faire la gestion active, bien, des investissements directs en actions, des FNB pour faire la gestion active, et aussi on peut aller donner des mandats à des gestionnaires actifs en fonds commun de placement ou en fonds directs. Il y a certains secteurs qui ont prouvé qui peut générer de l'alpha potentiel là, en gestion active. Et puis ici, je les nomme, donc la gestion des placements alternatifs, les obligations mondiales à rendement élevé ont montré qu'ils génèrent plus de alpha par rapport à leurs indices de référence, des fonds de couverture, des fonds à petite capitalisation boursière. Partout où on peut voir des inefficacités dans les marchés boursiers, il y a on favorise la gestion active parce qu'un bon gestionnaire va être capable de surperformer son indice de référence, la dette privée, l'infrastructure et les stratégies aussi ESG. Alors, l'intérêt encore de la gestion active pour un client, ben, on parle de vraiment essayer de personnaliser la stratégie selon les objectifs propres d'un client. Donc, si on va chercher une gestion active, par exemple, une gestion active sur une stratégie rules-based qui va regarder, qui va filtrer un indice boursier uniquement pour des actions dividendes croissance, ben, ça va permettre de, par exemple, aider un client qui a besoin de revenus. Alors ça, c'est un exemple. Si on regarde ici, ça c'est une diapo qui montre qu'il y a des gestionnaires actifs qui, historiquement, ils ne capturent pas toute la hausse du marché, OK? Mais ils ne vont pas capturer toute la baisse de marché. Donc, en période de décaissement, un client qui est investi avec un gestionnaire actif, qui décaisse, qui ne capture pas toute la hausse, mais qui capture peut-être 60% de la baisse, bien, son rendement à long terme va être mieux à cause de cette volatilité qui est atténuée avec des retraits dans un portefeuille. Donc, on peut vraiment bien, avec la gestion active, personnaliser par rapport aux besoins spécifiques du client. Donc, on en a parlé, là, c'est quelques diapositives sur l'intérêt. Il y a le potentiel de surperformer. Quand on fait de la gestion active, passive, bien, on a le rendement de son indice boursier. Il n'y a aucun potentiel de surperformer, mais on sait exactement ce qu'on va avoir. Donc, il y a le potentiel de surperformer et aussi le potentiel de réduire la volatilité. Donc, cette diapo montre que dans des années où les placements actifs ont tendance à produire des rendements supérieurs lors des années où les rendements de l'indice de référence passif est nul ou négatif. OK? Alors, comme en 2008, comme en 2015, 2022, pardon, c'est un typo, puis en 2018 aussi. Ce qui offre une protection contre le risque là, pour les investisseurs. Alors, si on a un investisseur qui est moins tolérant à la volatilité, bien, de rester investi devient de plus en plus important et peut-être d'atténuer cette volatilité avec la gestion active va lui permettre d'atteindre ses objectifs à long terme. Ça aussi, ça parle de donc un portefeuille là, qui capture, c'est le même portefeuille qui capture 80% de la hausse. Donc, dans des marchés haussiers, il va pas avoir il va avoir un rendement inférieur à son indice de référence.
mais s'il ne capture pas toute la baisse, ben, ça permet là, de stabiliser les rendements. Et ça, c'est important pour les clients particuliers, les individus. La gestion active aussi, elle permet d'atténuer les risques de comportement irrationnel d'un investisseur particulier qui n'est pas afflu là, des marchés boursiers. Donc, quand on investit dans un portefeuille où il y a une stratégie en place qui est expliquée, où on achète les actions ou les titres individuels, où l'investisseur, au lieu de juste voir un indice boursier, il comprend qu'il y a un gestionnaire derrière, il comprend la stratégie, il voit les titres qu'il détient, ben, ça lui permet là, de rester un petit peu plus longtemps dans sa stratégie à long terme. On appelle ça l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est quand on va chez IKEA puis on construit son propre lit, bien, on connaît son lit, puis on le sait qu'il est bien construit, puis on y a confiance. Alors, quand il y a un gestionnaire qu'on connaît derrière, ou qu'on voit ces titres individuels dans une stratégie de portefeuille action directe, ben, l'investisseur, il est plus porté à rester investi. Puis la diapo à gauche, elle montre que rester investi est très important. Donc, de manquer un mois de rendement dans un marché haussier peut vraiment affecter ses rendements à long terme. C'est sûr qu'il y a des inconvénients dans la gestion active. Alors, il y a le risque du choix de gestionnaire. Le gestionnaire peut sous-performer, peut faire des choix de placement qui mettent à risque le portefeuille. Il y a le risque de sous-performance de façon consécutive. Donc, si on sous-performe une année, et on surperforme l'année suivante, ça stabilise les rendements, mais si on sous-performe à plusieurs années consécutives, donc ça peut affecter les rendements à long terme et évidemment les frais. Alors, les frais pour la gestion active, effectivement, c'est un problème. Donc, les gestionnaires actifs devraient, dans la mesure du possible, le plus possible, baisser les frais. Et ce qu'on voit en général dans l'industrie où il y a une pression à la baisse sur les frais des gestions. Une approche peut-être passive et active, une combinaison des deux serait l'idéal. Cette offre, elle offre le potentiel de surperformer, de rajouter de l'alpha et tout en réduisant le risque du gestionnaire, tout en réduisant les frais avec la gestion passive. Mais avoir la possibilité de surperformer et de faire mieux que juste un indice, c'est très important. C'est important pour notre industrie aussi en général, pour les professionnels en finance de croire en la gestion active et continuer ce processus d'investissement. En termes de l'application de la gestion active, on en a parlé un peu plus tôt dans l'introduction du parcours. Alors, c'est très important d'avoir des connaissances sur les principes d'investissement. Alors, la diversification très importante, les effets néfastes du market timing, le pouvoir de l'intérêt composé, l'importance du rééquilibrage de son portefeuille, la réduction du risque au fil du temps, donc établir ça, et puis aussi l'effet de l'inflation sur les rendements. Donc, tout ça, ce sont des principes d'investissement qui sont importants là, à comprendre de base pour bâtir son portefeuille. Puis ici, je vous donne un peu un exemple de construction d'étapes pour construire un portefeuille d'actions directes. Ici, on parle d'une stratégie dividende-croissance. Donc, on doit en premier établir les critères de rendement et de risque du portefeuille. Donc, en exemple, si on veut bâtir un portefeuille d'actions dividende-croissance canadienne, il faut savoir quel est le rendement auquel on s'attend de ce portefeuille et quel est le risque par rapport à son indice de référence. Ensuite, on va sélectionner les classes d'actifs. Donc, dans ce cas-ci, ce serait les actions canadiennes. Ensuite, on va sélectionner dans la classe d'actifs les titres. Donc, dans ce cas, ce serait des actions canadiennes dividendes croissance et de là, on bâtit le portefeuille. Alors, dans l'établissement, quand on bâtit le portefeuille, il faut regarder c'est quoi les titres éligibles, le nombre de titres qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir un portefeuille concentré ou un portefeuille qui a plus de titres, qui va plus ressembler à l'indice boursier. Donc, un portefeuille concentré aurait à peu près 30 titres minimum. Il faut bien établir les critères de liquidité dans le portefeuille. Donc, exemple, un maximum de 10% de liquidité en tout temps. Sinon, on rééquilibre. Il faut établir aussi les critères de roulement attendus du portefeuille. Donc, est-ce qu'on s'attend à avoir beaucoup de roulement? Est-ce que c'est une stratégie dans laquelle on s'attend à transiger à tous les mois, changer de titre?
Ensuite, aussi établir les balises d'investissement pour chacun des titres. Exemple, un maximum de 8% dans un seul titre. Et sinon, si on atteint le 8%, on rééquilibre à la balise cible. Il faut aussi, si dans ce contexte, aussi regarder les secteurs, donc les balises de secteur par rapport à son indice de référence. Donc, si le TSX a X% dans le secteur financier, est-ce qu'on veut être plus ou moins, où est-ce qu'on veut se situer par rapport à l'indice boursier, plus ou moins 10% ou carrément éliminer un secteur. Et puis, après ça, bon, une autre question qu'on peut se poser dans notre stratégie, est-ce qu'on veut établir un filtre ESG et des critères ESG? Pour terminer, moi, je dirais, est-ce que la gestion passive existe vraiment? Pourquoi? Ça, c'est une diapositive de Pinko parce qu'il y a toujours, même dans la gestion active, surtout dans les parties pour une clientèle particulière, il y a toujours une décision du gestionnaire actif. Quand on doit décaisser, si un client a besoin d'argent, alors il y a une gestion active, d'où on va décaisser. Il y a toujours une gestion active là, surtout quand on parle de la gestion privée. Voilà pour ma présentation. Merci, Madame Thué. Alors, écoutez, il y a une question qui est entrée. Je sais que M. Gascon y a répondu, mais il y a un participant qui a demandé est-ce qu'on peut définir le terme alpha? Vous avez utilisé fréquemment le terme alpha. Je sais que M. Gascon a répondu à ce participant, mais il y a peut-être d'autres personnes qui se sont posées la question également. Vous avez fait souvent référence, on peut créer de l'alpha, et bon, c'est certain, il y a une référence à bêta, là, hein, le bêta qui est plus suivre le marché comme tel. C'est ça, le bêta, c'est dans le fond avoir le risque du marché. Et puis l'alpha, c'est de surperformer le marché ou l'indice de référence. Alors, je pense que Yann a bien répondu, là, c'est exactement ça, de surperformer son indice de référence. Après ça, c'est de quelle façon, à court, moyen, long terme, un gestionnaire actif souvent va chercher à surperformer son indice boursier plutôt à moyen, long terme. Donc, il a un horizon de placement plus long sur ses stratégies de 5 à 10 ans. Donc, c'est des facteurs qui sont propres finalement au titre et non pas en relation avec ce qui arrive dans le marché. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est ça, l'alpha? Donc, des facteurs qui seraient propres au titre lui-même, à l'entreprise, mais sans relation comme telle. Parce que en fait, quand on a le bêta, c'est toujours en lien avec ce qui arrive au marché. Un titre est plus volatile ou moins volatile que le marché. Mais si on introduit des considérations qui sont vraiment intrinsèques à l'entreprise elle-même, sans relation directe avec ce qui va se produire dans le marché, est-ce que ça serait une définition valable pour l'alpha? On parle plutôt de l'alpha par rapport à une stratégie de portefeuille, mais si on prend un titre individuel, un titre canadien, est-ce qu'on pourrait dire, donc ce titre canadien serait la performance de ce titre, on pourrait peut-être le comparer à l'indice boursier, puis dire est-ce que juste ce titre-là, il a rajouté de l'alpha à la stratégie, est-ce qu'il a surperformé par rapport à son secteur? OK. Alors, aller un petit peu plus granulaire là, sur l'alpha. Excellent. Merci. Alors, écoutez, on va maintenant passer à une présentation de la gestion passive avec Yann Gascon. Yann. Bonsoir à tous. Merci, Kelly. Il y avait effectivement beaucoup de concepts pertinents dans votre présentation. Donc, je vais parler un peu de l'avantage de gestion passive, mais je vais essayer de ne pas aborder tout à fait les mêmes thèmes parce qu'il y a évidemment plusieurs concepts qui se recoupent, là. Donc, voici une présentation de base là, que j'ai déjà à faire depuis quelques années. Je vais axer un peu plus sur la gestion de portefeuille, évidemment, avec un focus sur la gestion passive. Si on prend un petit peu de recul en tant qu'investisseur, puis on regarde l'ensemble des marchés, il faut comprendre que tous les titres, toutes les actions de toutes les entreprises, que ce soit Apple, IBM, la RBC, tous les titres, toutes les obligations sont déjà détenus par des individus. Donc, toutes ces actions-là sont détenues, toutes les positions sont détenues par des investisseurs. Et donc, si on prend
une décision de placement, de dire je vais acheter des actions d'Amazon ou des actions de Microsoft, ben, je les achète de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a un autre investisseur qui prend la décision de vendre ces mêmes actions-là. Et donc, ça devient une décision active de dire je pense que moi, je vais acheter des actions d'Amazon, mais puis je pense que je vais bien faire, mais évidemment, celui qui vend ses actions d'Amazon, il pense aussi faire une bonne affaire. Donc, on est toujours en compétition, un investisseur par rapport à un autre. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'un achète des titres puis que l'autre le vende, mais ça ne change pas le rendement global du marché. Donc, globalement, les rendements sont, en fait, plus il y a d'investisseurs actifs, plus il y a d'investisseurs qui achètent et qui vendent, bien, plus ça met de la friction, plus il y a des coûts reliés à ça, que ce soit l'écart entre le cours acheteur et l'écart cours acheteur-cours vendeur ou des frais de transaction. Il y a toujours, donc c'est ce que j'appelle la friction, des frais qui sont imputés à toutes ces transactions-là. Et donc, plus il y a de gestion active dans le marché, par définition, plus les investisseurs vont s'appauvrir. Parce qu'il y a toujours, il y a un courtier, il y a quelqu'un qui fait un petit peu d'argent sur chacune des transactions. Donc, globalement, si on va à l'extrême, puis tous les investisseurs décident de transiger à tous les jours de façon très fréquente, ben, tous les investisseurs vont s'appauvrir. Donc, le message ici, c'est qu'en gestion active, la somme des gains entre acheteurs et vendeurs est au mieux nulle, puis en fait, elle est négative à cause des frictions qui existent dans le marché. Donc, plus il y a d'intervenants, plus il y a de transactions qui se font, plus globalement les investisseurs s'appauvrissent. Donc, le rendement des différentes classes d'actifs, des investisseurs, viennent des primes de risque des différentes classes d'actifs. Donc, on peut s'attendre, par exemple, à ce qu'un portefeuille d'actions bien diversifié puisse générer 7, 8, 9 de rendement à long terme. Historiquement, ça a été un peu plus que ça, même pour les actions américaines. Au niveau des revenus fixes, ben là, ça dépend. Ça dépend du niveau de risque, ça dépend de la durée du portefeuille, mais bon, en ce moment, 3, 4, 5 dépendamment des choix, c'est des rendements qui sont raisonnables. Mais c'est des primes de risque auxquelles on s'expose. Donc, l'idée derrière une gestion de portefeuille, c'est de s'exposer à différentes primes de risque, de faire de façon le plus efficace possible. Si je reviens à la base de la base en gestion de portefeuille, l'importance de la diversification est cruciale. Puis je vais essayer de l'expliquer de façon relativement simple. Supposons qu'un investisseur décide d'investir uniquement dans 2 entreprises. Là, j'ai donné l'exemple de Bombardier et de Bell parce que c'est deux entreprises qui investissent dans des secteurs bien différents, qui font face à des risques macroéconomiques très différents. Évidemment, Bell, bon, plus au niveau technologique, médias, s'adresse surtout à des particuliers, donc la clientèle n'est pas la même que Bombardier, qui essentiellement maintenant vend des jets d'affaires, donc à des clients fortunés. C'est un secteur davantage industriel, lié à la production, tout ça. Donc, c'est 2 entreprises très différentes. Mais ce qui fait en sorte qu'en tant qu'investisseur, si on investit dans ces 2 entreprises-là, ben, on s'expose à des risques différents. Et donc, plus on multiplie le nombre d'entreprises comme ça dans un portefeuille, plus on vient diversifier les risques de ne pas être durement affecté par, je ne sais pas moi, un événement, un écrasement d'avion ou une crise des télécoms ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais un événement qui peut affecter davantage une entreprise en particulier plutôt que l'ensemble du marché. Donc, l'idée derrière la diversification, c'est que le marché ne va pas rémunérer les investisseurs pour des risques qui peuvent être diversifiés. Donc, si un investisseur se concentre sur 2, 3, 4, 5 titres, clairement, il n'est pas investi dans la majorité des secteurs et il risque d'avoir un portefeuille qui est plus risqué que ce qu'il pourrait obtenir en ayant une meilleure diversification. Donc, ça, c'est la clé. Donc, une bonne diversification par un niveau de titre suffisamment important est important pour essentiellement avoir le meilleur rendement ajusté pour le risque dans son portefeuille. Donc, évidemment, quand on parle de gestion passive, on fait souvent référence aux fonds négociés en bourse, au FNB. Ce sont des véhicules de placement qui ont commencé par une offre de placement indiciel essentiellement, donc de suivre les grands indices boursiers. Ça a commencé en fait au Canada par une réplique du S&P TSX. Un FNB, c'est quoi? C'est essentiellement un véhicule de placement qui permet d'investir dans
différents titres, différents actifs. Évidemment, les plus connus sont les FNB d'actions, donc qui vont répliquer, par exemple, le S&P TSX Composite ou le S&P 500, des grands indices mondiaux. L'avantage de ces FNB-là, qui sont des FNB indiciels, qui suivent les grands indices, c'est qu'ils sont offerts à très, très faible coût et offrent une excellente diversification. Je vais y revenir. Offrent une diversification dans plusieurs entreprises à très faible coût. Donc, on peut facilement bâtir un portefeuille qui est diversifié mondialement avec quelques FNB qui vont investir soit dans les actions canadiennes, des actions américaines, des actions internationales. D'ailleurs, c'est un peu l'exemple d'un portefeuille que j'ai bâti là, comme mentor pour la simulation Bourstad. Donc, j'ai fait une sélection de différents FNB, tant au niveau actions que revenus fixes, pour bâtir un portefeuille qui était équilibré et qui s'exposait à plusieurs classes d'actifs différentes. Donc, au Canada, il y a actuellement plus de 1300 fonds négociés en bourse, toutes stratégies confondues, donc actions, obligations, même matières premières, fonds sectoriels. C'est une offre qui est extrêmement variée, surtout pour la taille du marché au Canada. Si on compare aux États-Unis, qui est un marché, là, juste en termes d'actifs dans les actions, c'est à peu près 17 fois la taille du Canada, mais il y a à peu près un peu moins que 3 fois le nombre de fonds négociés en bourse. Il y en a environ 3700 aux États-Unis. Donc, clairement, au Canada, il y a une offre qui est un petit peu démesurée au niveau des fonds négociés en bourse. Il y a un engouement par la plupart des institutions financières et gestionnaires de portefeuille à lancer leur propre gamme de fonds négociés en bourse. D'autres avantages des FNB, c'est que ça se transige sans conseil, dans plusieurs cas sans commission, sans frais de transaction, à part évidemment les écarts cours acheteurs, cours vendeurs là, qui sont souvent présents, mais qui sont plus faibles pour les FNB les plus liquides. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Je parlais de la diversification des grands indices boursiers tantôt. Il faut faire attention à la composition des grands indices. Donc, tant au Canada, puis je vais parler des États-Unis par la suite. Je crois que j'ai une acétate sur les États-Unis. Ce qu'on peut réaliser, c'est que dans l'indice du TSX Composite, environ 226 titres, mais les 10 plus gros, étant donné que c'est des indices qui sont basés sur la capitalisation boursière, les 10 plus gros titres qui dominent le marché canadien représentent en fait 36 de l'indice. C'est beaucoup. Ça veut dire que les 216 autres titres ne représentent que 64 de l'indice. Donc, c'est une concentration qui est très importante. Ça l'est un petit peu moins qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ces chiffres-là étaient à 39 mais ça demeure caractéristique du marché canadien. Et le marché canadien, comme on peut le voir, là, si vous regardez les secteurs, c'est surtout dans le secteur de la finance, donc les grandes banques qui dominent largement le marché canadien. Donc, il y a lieu de se questionner quand on investit dans un indice comme ça, à savoir est-ce que c'est une bonne diversification? Il peut y avoir d'autres moyens d'investir tout en utilisant des FNB indiciels, mais qui limiteraient un peu cet effet-là là, de surpondération de quelques titres. Si on regarde aux États-Unis, en fait, c'est un peu similaire, mais c'est des secteurs complètement différents. Donc, dans le cas des États-Unis, c'est davantage le secteur de la technologie de l'information, des communications qui domine le marché. Dans ce cas-ci, en fait, il y a une énorme pondération dans les 4 plus gros titres. 21 du S&P 500, donc des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, sont concentrées dans 4 titres. En fait, je lisais récemment un article, là, une analyse qui faisait mention que les 10 plus gros titres aux États-Unis actuellement génèrent plus de profits que la quasi-totalité des pays individuels du G20. À part, je pense, le Japon et la Chine, ces 10 titres-là génèrent plus de profits que tous les autres pays du G20. Donc, c'est assez paradoxal, assez surprenant, en fait, je dirais, que quelques titres comme ça dominent un marché aussi important que celui des États-Unis. Ici, on présente les résultats, en fait, d'une analyse qui est faite à chaque année depuis de nombreuses années, qui démontre que c'est très difficile de battre les indices à long terme dans la très, très grande majorité, en fait, dans toutes les classes d'actifs qui sont présentées ici. Ce qu'on voit, c'est que sur ce qui est encerclé en rouge, c'est qu'au cours des 5 dernières années, 90 à 95 des gestionnaires de portefeuille n'ont pas été capables de battre leur indice de référence. Évidemment, il y a des biais là, liés à cette étude-là au niveau des frais, au niveau de la composition, tout ça. Mais il reste que le message est clair. C'est extrêmement difficile de battre les grands indices de marché.
Et surtout, les gestionnaires qui vont les battre ne seront pas les mêmes qui vont nécessairement les battre dans les 5 prochaines années. Donc, ceux qui ont bien performé depuis 5 ans ne seront pas nécessairement ceux qui vont mieux performer dans les 5 prochaines années. Donc, c'est extrêmement difficile. Puis c'est un défi pour les investisseurs parce que souvent, on se fait présenter, si vous faites si vous regardez investir dans des fonds communs de placement ou même peu importe la stratégie, on va souvent vous présenter un historique de rendement. C'est généralement la façon la plus facile de vous convaincre d'investir dans une stratégie en vous disant, regardez, si vous aviez été investi avec ce gestionnaire-là, vous auriez battu le marché de 2, 3, 4 par année depuis 5 ans, 10 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que ça s'est fait dans le passé qu'ils ont autant de chances, sinon plus de chances de le faire dans le futur. Donc ça, c'est un gros, gros défi. Puis quand on sait que 90 à 95 des gestionnaires ne battent pas les indices, ben, il y a lieu de se poser la question si ça vaut la peine d'essayer de choisir des gestionnaires qui peuvent surperformer. Il va toujours y en avoir. La question, c'est est-ce qu'on est capable de façon systématique de les identifier à l'avance. Et ça, c'est pas une réponse qui est facile. Donc, ça me donne un résumé de cette page-là de ma présentation. Désolé. Ensuite, ici, c'est des concepts un petit peu plus généraux. Qu'en placement, il y a à peu près une seule certitude, ce sont les frais. Donc, si on est capable de les réduire, on met les chances de son côté d'obtenir les meilleurs rendements possibles. Donc, une gestion indicielle permet évidemment de réduire ces frais-là. On n'a pas besoin de payer des équipes de gestionnaires qui vont faire des analyses de titres, tout ça, sachant, comme j'ai dit au début, que tout le monde essaie de faire à peu près la même chose en gestion de portefeuille. Tout le monde se dit meilleur qu'un autre gestionnaire, mais en bout de ligne, la majorité ne seront pas capables de battre les marchés. D'autres concepts, évidemment, en gestion passive, une approche systématique et de rigueur, mais comme le mentionnait Kelly dans cette présentation, il y a toujours des nuances. Même si on opte pour une gestion passive, il y a quand même une décision d'allocation d'actifs qui doit être faite. Donc, combien on met en actions canadiennes, en actions américaines, en actions internationales, en obligations, quel type d'obligations, tout ça sont des décisions qui peuvent se caractériser d'actives essentiellement. Donc, lorsqu'on parle de gestion passive, c'est souvent au niveau des indices qu'on utilise pour s'exposer à différents marchés. Puis après ça, il y a évidemment toutes sortes d'éléments qu'il faut faire attention, même si on est en gestion passive. La fiscalité est importante, évidemment le choix de l'allocation d'actifs, comme je l'ai mentionné, la décorrélation entre les différentes classes d'actifs. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir dans son portefeuille du S&P 500, du Nasdaq et d'autres indices qui ciblent essentiellement les mêmes entreprises. Même chose, je vois souvent des portefeuilles de fonds négociés en bourse où la personne va acheter, par exemple, le S&P TSX Composite, mais il va aussi avoir le S&P TSX 60. Je veux dire, ça n'amène pas beaucoup de valeur ou beaucoup de diversification. Donc, il faut faire très attention à la composition de son portefeuille quand on fait de la gestion de portefeuille. Ça, je vais passer un petit peu rapidement sur ces concepts-là. Je vois que le temps passe vite aussi. Donc, quand on construit un portefeuille, évidemment, les classes d'actifs sont importantes. Je l'ai mentionné au début là, avec les actions, les obligations. On parle souvent de matières premières aussi. L'or est un exemple assez éloquent. On entend souvent parler, est-ce qu'on doit rajouter de l'or dans un portefeuille? Je vous ramènerai au concept de base que j'ai mentionné au début, où les rendements à long terme viennent des primes de risque dans lequel, des différents actifs dans lesquels on investit. Puis l'or est un exemple assez intéressant au sens où ça, c'est un exemple de Warren Buffett qui a été un petit peu modifié là, au cours des années, mais essentiellement, ce qu'il disait, c'est est-ce que vous préférez acheter tout l'or qui a été produit depuis le début des temps sur la Terre, puis garder cet investissement-là pendant 10 ans, ou vous préférez détenir pour le même montant, donc le coût d'acheter tout l'or qui a été produit depuis tous les temps, ou vous préférez acheter toutes les terres agricoles américaines qui vont produire du blé, des denrées, tout ça. Vous pouvez détenir l'ensemble des titres de moyenne capitalisation aux États-Unis, ainsi que l'ensemble des plus grandes entreprises au Canada, pour le même coût que d'acheter la production, ou du moins l'ensemble de l'or qui existe sur la planète. Et là, vous vous posez la question, dans 10 ans,
quel aura été le meilleur placement? Ben, dans 10 ans, le cube d'or, la quantité d'or que vous allez acheter, ça va encore être la même quantité d'or. Elle n'aura pas bougé, elle n'aura rien produit. Alors que dans les autres cas, vous allez avoir généré des centaines et des centaines de milliards de profits à chaque année pendant une dizaine d'années. Donc, ça illustre bien le fait que l'or, oui, c'est un actif, mais ce n'est pas un actif productif. C'est un actif dont la valeur est essentiellement liée à l'offre et la demande. Puis, la valeur de votre placement dans 10 ans va être ce que vont bien vouloir payer les autres investisseurs à ce moment-là. Alors que dans les autres cas, ben, vous allez avoir des actifs productifs qui génèrent probablement des revenus beaucoup plus élevés qu'ils ne le font aujourd'hui. Donc, ça envoie le message de dire, ben, quand on fait une gestion de portefeuille, il ne faut pas juste regarder les rendements passés, il faut se questionner sur pourquoi on ajoute tel ou tel actif dans son portefeuille, dans le but, évidemment, de maximiser son rendement à long terme. Donc, ça fait le tour. Je présente ici mon site web. J'ai un blog sur les affaires, le site lesaffaires.com, là, où j'écris quelques articles là, au cours des années. Donc, Paul, je vous repasse la parole. Merci, merci Yann. Alors, je vais repartager mon écran pour revenir sur la présentation. Alors, bon, on vient d'avoir la présentation de M. Gascon. Période de questions. Il y a une question qui est entrée dès le début. Peut-être que je vais vous la lire. Donc, que pensez-vous de la gestion avec des logiciels d'intelligence artificielle? Il y a des offres sur Facebook. Est-ce que cette gestion existe vraiment au moment où on se parle? Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Écoutez, je vous dirais d'être extrêmement prudent par toutes les offres que vous voyez sur Internet. Oui, ça existe certainement. En fait, moi, quand j'étais gestionnaire au niveau institutionnel, j'ai rencontré des gestionnaires extrêmement sophistiqués. Puis là, je parle déjà de 10, 15, en fait, 15 à 20 ans. Où des gestionnaires avaient déjà des étages de serveurs qui analysaient en temps réel toutes les informations disponibles. Donc, ce n'est pas nouveau qu'il y a des stratégies de placement qui utilisent, que ce soit l'intelligence artificielle, des modèles algorithmiques, des modèles d'analyse de métadonnées. Ça existe depuis très, très longtemps. Donc, et ces firmes-là avaient, je vous le dis, des centaines de doctorats dans différents domaines. Donc, de penser qu'un logiciel qui est fait par quelqu'un, je veux dire, il n'y a rien d'impossible, là, mais sachez qu'il y a des firmes très importantes qui ont déployé depuis des dizaines d'années des efforts considérables pour essayer de profiter de l'intelligence artificielle. Donc oui, ça existe, mais je vous inviterai à être prudent avec les publicités que vous voyez sur Facebook. Madame Chué, je ne sais pas, voulez-vous émettre un point de vue sur cette question? Vous êtes satisfaite de la réponse d'Yann? Oui, je suis satisfaite de la réponse de Yann. Alors, toujours être prudent et puis faire ses recherches. Euh, Puis effectivement, comme Yann dit, il y a déjà beaucoup d'investissements qui ont été faits là-dedans. Donc, alors, être prudent sur les annonces Facebook. Je ne suis Ouais. pas sûre que je ferais confiance à ça. Remarquez que peut-être si les gens veulent aller du côté des robots conseillers, on peut penser peut-être que les robots conseillers ont déjà un certain usage de ces outils, mais ça serait à vérifier. Ça serait à vérifier. Donc, plutôt prendre une institution financière qui peut en faire usage que acheter un produit sur Facebook. Il y a une question, écoutez, manifestement, c'est quelqu'un qui a déjà une perte dans son portefeuille. Si notre montant de notre portefeuille est inférieur au montant initial, que serait la meilleure stratégie pour avoir un gain rapidement, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on peut répondre à ça, hein? Des gains rapides sur les marchés, c'est jamais garanti. C'est jamais garanti. Non, parce que ça, c'est même dans ma diapo, il ne faut pas faire du market timing, c'est nuisif au rendement du portefeuille, c'est prendre un risque et c'est spéculatif. Alors, Une bonne diversification du portefeuille est probablement ce qui peut, à moyen terme, améliorer le rapport rendement-risque. Je pense qu'on pourrait peut-être dire ça. Hein? Mais il n'y a pas de garantie que ça va se produire d'ici la semaine prochaine. Bon, quelqu'un demande vos coordonnées, Yann, mais je pense que si vous allez sur... on a publié sur Facebook et dans les notifications,
des informations détaillées qui vont certainement vous permettre de pouvoir rejoindre M. Gascon. Et je ne sais pas si vous voulez donner une réponse directement, Yann. Vous pouvez aller sur mon site idema.ca. C'est simple. idema.ca. D'accord. Mhm. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je vais descendre. Il semble que oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur comment analyser l'actualité pour faire des investissements? Alors là, on parle plus d'analyse macroéconomique. Puis, on pourrait plutôt utiliser l'information macroéconomique de l'actualité, là, si on pense à, si on entend, bon, que les banques centrales s'apprêtent à baisser les taux d'intérêt, par exemple, ça serait de l'actualité. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur un portefeuille? Bien, on pourrait rechercher des titres qui pourraient bénéficier d'une baisse de taux d'intérêt. On pourrait, si on s'attend dans l'actualité qu'il y a de l'inflation encore dans le système, comment est-ce qu'on trouve des titres qui protègent contre l'inflation? On ne peut pas gérer un portefeuille en considérant ce qu'on appelle des black swans ou des événements qui pourraient arriver comme des guerres, là, etc. Donc, on peut faire des... Hautement improbable, mais qui finissent toujours par se produire. C'est ça. J'ajouterais peut-être un petit bémol sur le fait de se baser sur l'actualité pour prendre des décisions. Puis je vais faire un lien un petit peu avec l'intelligence artificielle, la question sur l'intelligence artificielle du début. C'est qu'essentiellement, tout ce qu'on entend dans l'actualité, il faut savoir que ça a déjà été pris en considération dans les marchés. Du fait qu'il y ait tous ces outils-là automatisés qui lisent les nouvelles en temps réel. Et donc, les prix s'ajustent de façon quasi instantanée dans les marchés pour la majorité des titres. Donc, c'est intéressant de rester au courant de l'actualité, mais d'essayer de prévoir ses placements en fonction d'une nouvelle qui paraît de hausse de taux, tout ça. L'impact de ces nouvelles-là a probablement déjà été inclus dans le prix des titres, des différents titres, des différentes stratégies. Donc, il faut faire attention de ne pas réagir à quelque chose qui a déjà été, ce qui veut dire pricé dans le marché. Peut-être ajouter que le dimanche, on publie dans les notifications. Il n'y a aucune prévision sur ce qui va se produire au cours de la semaine suivante, si ce n'est que d'annoncer les données économiques qui seront publiées, là. Mais on fait un commentaire sur ce qui s'est produit au cours de la semaine écoulée en essayant de mettre en évidence comment, par exemple, certains éléments qui se sont produits ont eu un impact sur le marché. Donc, c'est un regard sur la semaine passée. Il n'y a aucune prévision sur ce qui va se produire au cours de la semaine suivante, mais on annonce quand même les données économiques majeures là, qui seront publiées au Canada et aux États-Unis. Donc, commentaire hebdomadaire là, publié le dimanche. On le met sur Facebook, mais on le met aussi dans le système de notification de la plateforme. Alors, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vais d'abord remercier nos experts invités, Mme Trier, de gestion de patrimoine Trier, M. Gascon de placement IDEMA. Au Cyrano, on a eu également la collaboration de deux personnes, la coordonnatrice aux événements, Mme Émilie Grange, et la coordonnatrice aux communications, Mme Elina Caron. Alors, finalement, je remercie tous ceux qui ont assisté à ce deuxième webinaire de la série Bourstad 2024 et à ceux qui en visionneront l'enregistrement qui deviendra disponible au cours des prochains jours. Alors, merci à tous, bonne soirée et peut-être à la prochaine. Donc, on aura un prochain webinaire, effectivement, le 4 mars. On sera à cette occasion accompagné de M. Thomas Estinez, qui est co-directeur du groupe Investissement Responsable, et le sujet sera l'investissement responsable dans le concours Bourstad. Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne simulation à ceux qui participent au concours ou si vous participez à une simulation privée, je vous souhaite également que tout se déroule selon ce que vous souhaitez, mais que principalement l'apprentissage soit au rendez-vous. C'est d'abord de l'éducation financière, donc ce n'est pas tellement le résultat à court terme de vos placements qui est déterminant, mais c'est ce que vous apprenez. Alors, merci à tous et bonne soirée.